Nous sommes le 11 août 2019 et ce jour-là, la chanson numéro 1 dans un des plus gros classements radio des États-Unis, c'est I Don't Care, le duo entre Ed Sheeran et Justin Bieber. Ça fait 5 semaines que cette chanson domine ce classement et pourtant, la semaine d'après, elle est détrônée par If I Can't Have You de Shawn Mendes. Rien d'anormal, me direz-vous. C'est logique que les chansons se succèdent et ne restent pas éternellement au sommet. Sauf que non. Cette place de numéro 1, c'est en réalité joué à 2 SMS. Cette semaine, élimine Panic! At the Disco et Ed Sheeran et met Shawn en super rotation pour le numéro 1. République me met déjà la pression. Suivi quelques jours plus tard de « C'est trop serré et on n'a pas encore dépassé Ed. Après 20h, est-ce qu'on peut passer Shawn toutes les 15 minutes ? Personne ne le remarquera. » Ça, ce sont des SMS qu'a révélé le magazine Rolling Stone, qui a obtenu plus de 2000 messages privés d'un promoteur radio. Ceci semble suggérer que certaines maisons de disques paieraient officieusement les radios pour faire passer plus les titres de leurs artistes. Cette pratique se nomme payola et elle est absolument illégale. Pourtant, c'est loin d'être la première fois qu'un scandale de la sorte explose. En réalité, ce genre de pratique visant à manipuler les classements a déjà coûté des dizaines de millions de dollars aux maisons de disques et a même fait un mort. Tout ça ressemble à une théorie du complot et pourtant ce n'est pas une théorie du complot. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros scandales et surtout l'un des plus longs scandales de l'industrie musicale, la payola. Depuis quand cette pratique existe-t-elle? Persiste-t-elle encore vraiment aujourd'hui? Et est-ce que c'est si grave que ça en a l'air? C'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. Mais juste avant, saviez-vous que la Macarena raconte l'histoire d'une femme qui trompe son homme avec 2 de ses potes pendant qu'il est à l'armée? Et tout le monde la hurle à tue-tête, sans le comprendre. Et ça n'arriverait pas avec Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est une application qui permet d'apprendre jusqu'à 25 langues différentes, mais pas n'importe comment. Le but de Rosetta Stone, c'est d'être le plus immersif possible. C'est pas des leçons interminables à retenir par cœur. L'idée, c'est d'abord d'établir des connexions dans notre cerveau, en liant des images et des mots, par exemple. Dès le début, dès la première leçon, Rosetta vous fait également parler. C'est ce qui aide à la mémorisation d'une part, mais surtout, c'est ce qui vous permet de pratiquer la langue dans un contexte réel. Parce que si vous partez dans un pays étranger, vous devrez parler. Et si vous avez peur pour votre accent, Rosetta vous permet de l'entraîner et de l'améliorer en vous donnant un retour direct sur votre prononciation. Yo jugaba al fútbol aquí. Yo jugaba al fútbol aquí. L'idée, c'est d'être le plus concret possible, le plus vite possible. C'est pourquoi, si vous partez à l'étranger, Rosetta inclut des phrasebooks qui regroupent toutes les expressions dont vous aurez besoin sur place. Mais ça va encore plus loin que ça, puisque des experts animent également des lives pour vous parler de la culture d'un pays, allant des fêtes locales à la gastronomie, en passant par les traditions culturelles. Bref, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, Rosetta Stone est l'outil parfait, et avec le lien en description, vous accéderez à 25 langues avec plus de 60% de réduction sur l'abonnement à vie. C'est un seul paiement pour un accès illimité, alors si vous voulez comprendre les musiques que vous chantez, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Je vous souhaite une bonne vidéo. Nous sommes dans les années 1950 aux États-Unis et à cette période, un style de musique envahit le pays et surtout séduit la jeunesse, le rock'n'roll. Cette musique nouvelle et rebelle fait émerger de nouveaux artistes, mais donne aussi une toute autre place aux DJ. À l'époque, les disques jockeys qui travaillent en radio sont vus comme les principaux fournisseurs de rock'n'roll, ceux qui font découvrir de nouvelles musiques à la jeunesse. Et ce pouvoir de curation fait d'eux de véritables rockstars. Parmi ces DJ se trouve entre autres Alan Freed, considéré comme l'homme qui a inventé le mot rock'n'roll. Et si c'est l'un des plus connus, il est loin d'être seul. En 1950, on considère qu'il y a environ 250 DJ aux États-Unis et en 1957, ce serait plus de 5000. Bref, leur influence ne cesse de croître dans le pays, sauf qu'en novembre 1959, un événement a priori anodin va changer le cours de l'histoire. Cette année-là, la justice américaine est saisie pour enquêter sur des émissions télévisées qui auraient soi-disant truqué les résultats de leur concours. Jusqu'ici, rien d'inquiétant pour les DJ, sauf que pendant cette enquête, la justice découvre que des éditeurs de musique new-yorkais ont précédemment soudoyé des producteurs de télé pour qu'ils utilisent leur musique dans leurs émissions, parce que ça faisait exploser les ventes de ces dites musiques. La justice se dit
si ça se fait à la télé, ça se fait peut-être ailleurs. On va donc creuser le sujet. Et ils ne sont pas prêts pour ce qui les attend. En fouillant, la justice découvre une pratique déjà très répandue dans l'industrie. Les producteurs et les maisons de disques payent les DJ avec de l'argent ou des cadeaux pour qu'ils diffusent leurs disques à la radio sans jamais que le public ne soit mis au courant de tout ça. Ça ressemble à de la corruption quelque part, et c'est ce qu'on va nommer la payola. Le fait de recevoir des paiements en échange de diffusion radio sans que l'information ne soit transparente pour le public. Mais le problème de la justice américaine en 1959, c'est que la loi n'est pas hyper claire sur la légalité de cette pratique. Il existe une loi datant de 1934 qui encadre la diffusion radio et qui en gros dit que les auditeurs ont le droit de savoir quand c'est de la publicité ou non. Mais on ne sait pas trop qui doit informer qui, comment on fait pour la musique. Bref, c'est une zone grise, voire même une faille juridique. Cependant, la justice considère que cette pratique porte atteinte aux intérêts du public. En conséquence, ils entament des audiences en convoquant plein de DJ, dont les têtes d'affiche. Et ces audiences vont faire énormément de bruit, notamment auprès du public. Les DJ sont donc appelés à donner leur version des faits. Et là, il va y avoir deux teams. D'un côté, ceux qui vont nier ou admettre connaître l'existence de la pratique mais ne pas en avoir usé personnellement. Et puis de l'autre, il va y avoir ceux qui vont dire oui, totalement. Certains vont expliquer que les paiements n'étaient pas une garantie de passer à la radio, et que ça ne dictait pas leur programmation pour une raison très simple. S'ils acceptaient toute la musique en contrepartie d'argent, y compris la mauvaise musique qui ne plairait pas à leur public ou juste qui n'est pas aboutie, ils perdraient la confiance de leurs auditeurs et donc toute leur popularité. Par conséquent, l'intérêt des auditeurs est préservé. Les DJ et une partie de l'industrie musicale considèrent la payola comme un moyen parfaitement acceptable de faire des affaires. D'autant plus que ce n'est pas du tout nouveau. Avant même l'apparition de la musique enregistrée, des individus étaient payés de manière officieuse pour promouvoir la musique. Malheureusement, le public ne partage pas l'avis des DJ. Le grand public voit ça comme de la corruption et comme une pratique malhonnête. Qui plus est, la partie de la population américaine qui détestait le rock'n'roll, considérant ce style de musique comme dangereux pour le pays, voit en cette combine l'ultime preuve que les DJ sont là pour corrompre la jeunesse. Bref, ce qui était considéré comme presque normal dans l'industrie de l'époque se voit brutalement remis en question. Et la justice va trancher. À ses yeux, c'est bien une pratique trompeuse. Et en ce sens, la loi va changer. La loi de 1934 se voit amendée pour interdire la pratique qu'on nomme la payola. Il ne devient pas illégal de payer pour passer à la radio. Ça, c'est légal. Cependant, il devient condamnable pour les DJ ou les stations de recevoir de l'argent, des cadeaux ou tout autre avantage en échange de la diffusion de titres sans le déclarer au préalable au public. Les DJ doivent informer les auditeurs que le titre diffusé est sponsorisé avec une petite mention orale avant. La peine en cas de non-respect de cet amendement peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et ou plusieurs milliers d'euros d'amende. Malheureusement, ce changement, tout le monde ne va pas bien le vivre. Si Dick Clark, un des DJ les plus connus, va parfaitement gérer la situation, s'en sortir sans aucune condamnation et préserver son image, ça ne va pas être le cas d'Alan Freed. Alan va servir de bouc émissaire dans cette histoire. Alors qu'il a nié au départ avoir profité du système de payola, il finit par admettre et ça termine sa carrière, mais aussi sa vie. L'ex-rockstar des DJ perd son travail, plus aucune station ne veut le reprendre, il est poursuivi pour des faits d'évasion fiscale, il sombre dans l'alcool et décède 5 ans après le procès, à l'âge de 43 ans, ruiné, seul et dans le plus complet anonymat. Bon, voilà qui devrait dissuader les quelques-uns dans l'industrie qui voudraient s'essayer à ce genre de pratique. Puisque non seulement la payola est maintenant illégale, condamnée par la justice, mais en plus le grand public est au courant et a l'air de très mal le prendre. Pourtant, dans la réalité, tout ça ne va pas changer grand-chose. Enfin si, ça va changer des choses. Mais je pense que c'était pas exactement ce à quoi le public et la justice s'attendaient. Officiellement, ce sont les maisons de disques qui n'ont plus le droit de payer sous la table les radios. Mais et si on mettait un intermédiaire au milieu? Bah ça passe, c'est légal. Et c'est ainsi que naît un marché parallèle, celui des promoteurs indépendants. Les promoteurs indépendants deviennent les intermédiaires entre les maisons de disques et les stations de radio. D'un côté, ils ont des liens de confiance avec ces dernières.
Et de l'autre, les maisons de disques leur soumettent leurs titres et les payent à la commission pour chaque station de radio sur lesquelles ils arrivent à rentrer. Sur le papier, c'est légal. Sauf qu'au début des années 2000, le procureur général de l'État de New York, Eliot Spitzer, il a des doutes. Il a tellement de doutes qu'il entame une enquête. Et cette enquête montre qu'en réalité, non seulement le marché des promoteurs indépendants a pris une véritable ampleur, mais en plus, la payola parfaitement traditionnelle continue. L'enquête des équipes de Spitzer montre que les 4 grosses maisons de disques de l'époque, Sony, Warner, Universal, EMI, ont recours à ces pratiques en employant des promoteurs présentés comme indépendants qui ne le sont pas du tout. Et cette fois, tout le monde va prendre cher. Sony se voit dans l'obligation de payer 10 millions de dollars, Warner 5 millions, Universal 12 millions, et tout cet argent est reversé à des organisations à but non lucratif liées à la musique. Et avec ça, les promoteurs indépendants se verront sur le papier interdits. Bon, cette fois avec les millions de dollars perdus, avec la restructuration du marché, plus le nouveau scandale, parce que tout ça est arrivé aux oreilles du grand public, on devrait arriver à bout de cette histoire. Vous vous souvenez de l'intro de la vidéo? Vous vous souvenez du fait que les faits dont je parlais dataient de 2019? Spoiler, ça n'a absolument pas cessé, comme l'a révélé entre autres le magazine Rolling Stone. Mais en réalité, ça s'est même quelque part empiré. Tout ce dont je parle là concerne les États-Unis. En Europe, on est assez peu touché par le phénomène de la payola. Le problème, c'est qu'il y a une nouveauté depuis les années 1960, Internet. Et Internet, c'est devenu un moyen hyper important d'écouter de la musique, voire plus important que la radio. Et personne ne l'a vraiment régulé. Par conséquent, un phénomène de payola virtuel a vu le jour. Et vous l'avez peut-être expérimenté sans le savoir. Connaissez-vous Espresso de Sabrina Carpenter? Ce titre, c'était le tube de l'été de l'année dernière. Il était partout, sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify, peut-être même un peu trop sur Spotify. Des utilisateurs ont remarqué que, naturellement, Espresso de Sabrina Carpenter était joué après n'importe quel morceau de musique l'année dernière. Vous écoutiez une balade de piano, juste après c'était Espresso. Vous écoutiez du metal hardcore, juste après c'était Espresso. Et ça a donné lieu à une théorie. Le label de Sabrina Carpenter paierait Spotify pour la mettre le plus en avant possible sans l'indiquer nulle part. Encore aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve. Rien ne dit que ce morceau a été boosté algorithmiquement grâce à un paiement secret. Il est d'ailleurs plutôt probable que ce soit l'engouement initial autour du morceau qui ait provoqué un tel acharnement de la part de Spotify qui n'est qu'un algorithme sur ce plan. Cependant, si dans ce cas ce n'est pas prouvé, il y a bien un business se rapprochant de la payola sur Spotify. Et il se joue dans les playlists. Les playlists, qu'elles soient conçues par Spotify ou bien qu'elles soient créées par des utilisateurs, c'est une énorme source de trafic pour un artiste. Avoir votre morceau intégré dans une énorme playlist peut littéralement changer la trajectoire de votre carrière. Officiellement, il est cependant contraire aux conditions d'utilisation de Spotify de payer pour rentrer en playlist. Je répète, officiellement, il est interdit de payer pour rentrer en playlist. Officiellement. Dans la réalité, il se passe deux choses. D'abord, les curateurs de playlists ne sont pas toujours très respectueux des conditions d'utilisation de Spotify. Un artiste a fait le test en pitchant son morceau à 1000 playlists et sur 1000, 674 lui ont proposé un prix pour intégrer leur playlist. Et Spotify, en vrai, il regarde un petit peu ailleurs. Deuxièmement, le système de promoteurs existe également sur Spotify. En tant qu'artiste, vous pouvez payer pour qu'on pitch à votre place en échange d'une somme d'argent. Ces curateurs-là ne vous garantissent pas de placement et vous précisent que leur job est juste de pitcher. Il faut savoir que tout ça n'est pas illégal au sens de la loi. Même l'achat des places dans les playlists ne tombe pas sous le coup de la loi qui encadre la payola, puisque cette dernière concerne uniquement la radio traditionnelle. En revanche, vous enfreignez les conditions d'utilisation de Spotify, et ça peut entraîner de vraies sanctions de leur part. Retrait des musiques, déréférencement, voire fermeture du compte. Sauf que Spotify ne sont pas ultra regardants. Ça arrive, mais ils ne sont pas ultra regardants sur le sujet. D'autant que eux-mêmes, en tant que plateforme, ont été accusés explicitement de créer une sorte de payola 2.0 avec le Spotify Discovery Mode. Le Discovery Mode promet une mise en avant algorithmique contre une baisse de royalties.
En gros, vous cédez 30% de vos droits à Spotify et ils vous mettent plus en avant sans que ce boost ne soit signalé aux auditeurs. Tout ça, c'est sans compter la partie bots, la partie fausses écoutes et le biais qu'a Spotify de mettre ses propres artistes en avant, on en a déjà parlé. Je le précise là, mais c'est vraiment un autre sujet qui n'a pas grand chose à voir avec la payola en soi. Mais voilà comment une sorte de dérive de la payola s'est étendue sur internet. Mais Spotify et son écosystème ne sont pas les seuls à être accusés de ce genre de choses, puisque c'est aussi le cas de TikTok. Les tendances TikTok, les trends, comme disent les jeunes, ont contribué à populariser pas mal de musique. Sauf qu'en réalité, beaucoup de ces tendances sont rémunérées. On paye des influenceurs, souvent lifestyle, des influenceurs qui n'ont rien à voir avec la musique, pour qu'ils fassent une vidéo, potentiellement une danse, avec une chorégraphie. Ça dure 15 secondes, on ne mentionne nulle part que c'est sponsor, ça devient viral, tout le monde reprend l'extrait, le son explose sur les plateformes de streaming, et on a l'impression que c'est organique. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, puisque TikTok a internalisé le processus et vous permet ouvertement de gagner de l'argent en tant que créateur avec un son. En gros, une maison de disques donne, mettons, 1000 € à TikTok, qui le redistribue aux créateurs en fonction des vues. C'est hyper pratique pour les artistes parce que ça fait plein de petits contenus très organiques et très authentiques. Aujourd'hui, tout le monde est un peu plus au courant de comment ça fonctionne. Cependant, en effet, ce n'est pas encore toujours très transparent et surtout, ça ne l'a pas toujours été. Bref, pour résumer, la payola est aussi vieille que la musique enregistrée elle-même. Elle s'adapte à chaque nouvelle forme de distribution de musique qui apparaît et même après 65 ans de législation visant à l'interdire, rien n'a vraiment changé. Mais au fond, la question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est si grave ? Jusqu'ici, je vous ai raconté l'histoire de la payola et comment elle a traversé le temps. Cependant, la partie qui va suivre relève de l'analyse, elle est personnelle, subjective et c'est une manière de voir les choses. Avant tout, la justice et les différentes associations liées à la musique ont enquêté sur le sujet parce qu'ils considéraient que ça impactait négativement les consommateurs de musique. C'était pour les protéger. Mais à mon sens, tout ça n'a pas de réel impact sur les auditeurs, mais cache par contre aujourd'hui un problème plus profond. Voici mes arguments. Dans les années 50, les radios faisaient partie des acteurs les plus puissants de l'industrie musicale et étaient l'un, si ce n'est le vecteur de découverte de nouveaux artistes. Pourtant, déjà à l'époque, il est assez probable que la payola ait eu assez peu d'effets négatifs pour l'auditeur. Comme le disaient déjà les DJ de l'époque, s'ils acceptaient de passer de mauvais morceaux uniquement pour l'argent, ils allaient perdre leur audience et leur popularité. Par conséquent, ça ne changeait probablement pas tant de choses que ça à leur sélection. Sauf qu'aujourd'hui, les choses sont encore meilleures pour le consommateur de musique. Il n'est plus dépendant de quelques sources qui lui imposent un flux unique. Il a accès en un clic à quasiment toute la musique existante. S'ils ne veulent pas écouter ce qui fonctionne commercialement, ils ont la possibilité de fouiller et de découvrir à l'infini de nouveaux artistes, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi directement sur les plateformes de streaming ou sur des sites spécialisés. Mais surtout, plus que jamais aujourd'hui, les auditeurs, en tant que groupe, ont le pouvoir. Certes, une maison de disques peut mettre 10 000 € pour lancer une tendance sur TikTok, mais si le morceau ne plaît pas au public cible, la tendance ne prendra pas. C'est peut-être concernant la mention sponsorisée qu'il y a encore aujourd'hui un peu de travail, si tant est qu'on considère qu'elle est nécessaire. Il ne faut pas oublier par exemple qu'elle n'est pas nécessaire dans les clips, qui sont pourtant sponsorisés ouvertement par des marques. À mon sens, c'est surtout Spotify qui gagnerait à arrêter l'hypocrisie, à autoriser l'achat de places en playlist avec justement l'ajout d'un petit badge sur les morceaux. Si c'est la transparence qu'on cherche, ça me semble assez approprié comme manière de faire. Mais justement, on en arrive au deuxième point. Les vraies critiques émises autour de la payola aujourd'hui, de la payola d'internet, de la payola 2.0, sont selon moi des critiques plus profondes, qui ne visent pas tant le côté explicite de la sponsorisation que le fait même de payer. Payer pour avoir de la visibilité. Parce que dans la payola 2.0, on ne parle plus de corruption et de pot-au-vin, on parle juste de payer par des moyens qui parfois ne sont pas autorisés par les plateformes, officiellement. Un argument qui revient contre la payola dit que les artistes ou labels sans moyens financiers ne peuvent pas acheter d'exposition, ce qui limite leur accès aux radios, aux playlists et aux tendances, ce qui les désavantage. Sauf que ça, ce n'est pas propre à la payola, c'est propre au marché économique. Et là, typiquement, propre au monde de la publicité. Et il n'y a pas de régulation possible à ça, puisque ça répond à une logique économique de base. Dans le marché de la musique aujourd'hui, l'offre est
immensément supérieure à la demande. L'argent est l'un, si ce n'est le moyen, de sortir du lot et d'espérer pouvoir faire une carrière. Parce qu'encore une fois, même avec de l'argent, vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Rappelez-vous les industries plantes qui avaient un plan de carrière parfait et un grand budget marketing et qui se sont plantées royalement. Selon moi, le vrai drame de l'industrie musicale aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Bon, sur plein de points, mais notamment sur le sujet de l'argent. On a baissé à l'entrée les barrières de la production, mais on a aussi laissé croire qu'on avait baissé celle du succès. On a donné à tout le monde la possibilité de produire de la musique avec un ordinateur, mais on a aussi donné l'impression que tous ceux qui le voulaient pouvaient en faire un métier. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'économiquement, ce n'est pas viable. Pour plein de raisons, mais pour prendre quelques exemples, déjà parce que Spotify a pris la décision de payer tous ceux qui mettaient de la musique en ligne sans aucune barrière à l'entrée. C'est une vérité mathématique, Spotify paierait mieux les artistes s'il y avait des barrières à l'entrée. Et c'est possible d'en mettre. Il y en a sur YouTube, par exemple. Vous devez avoir 1000 abonnés et un certain nombre de vues sur vos vidéos pour espérer être payé par la plateforme. Et Spotify est en train de l'instaurer petit à petit en démonétisant les morceaux qui font moins de 1000 streams par exemple. Et c'est économiquement logique. Et ensuite, aujourd'hui, l'argent reste dans la musique le moteur de la réussite à moyenne et à grande échelle. Que ce soit via TikTok, via Spotify, il n'y a pas de secret. Tout demande de l'argent. Et tout le paradoxe de l'industrie musicale, dans son écrasante majorité, c'est que l'argent reste un sujet tabou. Ça reste vu comme quelque chose de mal d'en gagner, notamment dans les professions de l'ombre. Alors que c'est le moteur de l'industrie. Tout ça n'est pas du tout un message décourageant pour les artistes et labels indés qui ont moins de budget. C'est juste, à mon sens, une petite touche de réalisme dans une industrie encore extrêmement hypocrite sur le sujet. L'idée n'est pas de faire les choses pour l'argent, enfin, si vous voulez, ce serait pas un problème, mais c'est pas le but de la plupart des gens. L'idée, c'est juste de comprendre que l'argent est un moteur indispensable pour n'importe quel artiste qui veut avancer dans l'industrie. Si un artiste veut faire son art dans son coin, il n'y a pas de souci. Mais un artiste qui veut vivre de la musique, ou d'ailleurs n'importe qui veut avancer dans ces milieux, il n'a d'autre choix que d'intégrer l'argent dans son raisonnement. Un artiste qui veut en vivre n'est pas qu'un artiste, c'est un entrepreneur. Et il faut penser comme tel et comprendre profondément les règles du jeu pour pouvoir vraiment pleinement y jouer. Sortir complètement l'argent du raisonnement quand on veut être un artiste professionnel, c'est se condamner soi-même à l'échec. Bon, j'espère que cette vidéo vous a appris quelques petites choses, ou à défaut qu'elle vous a fait passer un bon moment. C'était Lovie, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.